Oui. Mais pourquoi il y en a deux là? C'est la même. Bon. Et le partage d'écran. Oui, c'est bon, c'est fait. Oui, c'est fait. Allez. Chef, la présence. Voilà, c'est le partage d'écran. Très bien. Dès la Juste que je première. commence au début. Le début, voilà. Formidable. Ah, et en plus, je vois mon dada, hein, Vous voyez quoi? l'hémorragie digestive, là. Vous me dites juste à quelle heure je peux commencer. Mon dada. Ils sont où les Ouais, étudiants? je vous lance. Je fais en bas participants, qui en a déjà 127. Oui, alors 128, oui. Mazel, on va attendre un peu. Et tu peux vérifier un truc avec moi? Pourquoi elles ne passent pas mes slides? Arrêtez. Ouais, je crois que j'ai arrêté. Je vais refaire. Attends. Je ne sais pas à quelle heure je vais commencer. 159. Vous voyez?
comprends pas ce qui s'est passé. Bon, on a 205 participants. Oui, Je crois qu'on peut y aller. d'accord, entendu. Donc, c'est avec plaisir que j'annonce professeur Yahya Msoud, qui va nous parler des complications des ulcères gastro-duodénaux. Ils ont fait le cours sur la maladie ulcéreuse. Et là, pour faire le cours sur complications, et professeur Yahya Msoud, je vous propose de proposer quelques QCM à m'envoyer dans la boîte mail pour votre conférence. Je vous souhaite bonne session. Merci. Donc, c'est parfait, on peut commencer? Donc, j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui des complications de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Je suppose que vous avez déjà fait le cours sur les ulcères sur la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Eh bien, vous savez que la maladie ulcéreuse gastro-duodénale est une maladie chronique qui évolue par poussée et rémission. Ces ulcères peuvent avoir une évolution favorable sous traitement médical ou lorsque l'évolution est spontanée. Mais parfois, on peut avoir des complications et ces complications sont de gravité variable selon le terrain, selon le type de complication. Et elles peuvent avoir des conséquences qui parfois peuvent être redoutables en cas de retard diagnostique et elles peuvent même être d'indication chirurgicale. Eh bien, il faut savoir que l'ulcère duodénal peut se compliquer, l'ulcère gastrique également, mais les complications ne sont pas pareilles pour l'ulcère gastrique ou pour l'ulcère duodénal. La hantise, en effet, pour le chirurgien ou pour le gastro-entérologue, c'est une complication qu'il faut savoir diagnostiquer et traiter assez précocement et qui est le cancer gastrique. Eh bien, pour résumer un petit peu les complications, si je vais trop vite, vous me faites signe, hein, parce que comme je n'ai pas de répondant, ce n'est pas évident du tout de faire des conférences comme ça. Donc, s'il y a un problème, si vous trouvez que je vais trop vite, vous me faites signe. Eh bien, pour les ulcères duodénaux et pour les ulcères gastriques, la première des complications et les plus fréquentes, ce sont les hémorragies. Lors de l'évolution d'une maladie ulcéreuse, le patient peut être amené à saigner. C'est une complication qui se voit assez fréquemment et qui peut être de gravité variable en fonction, comme je vous l'avais dit, du terrain sur lequel elle survient. Deuxième complication de fréquence, c'est la perforation. Alors, la perforation, aussi bien l'ulcère duodénal que l'ulcère gastrique, on peut être amené à traiter une perforation qui, bien entendu, peut être de gravité variable et qui peut aussi être d'indication chirurgicale. Troisième complication de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, eh bien, ce sont les sténoses.
la maladie ulcéreuse peut se compliquer de sténose et c'est une complication plutôt chronique qui se voit après des années d'évolution. Vous avez un patient qui fait souvent des poussées d'ulcères, eh bien, il va y avoir des poussées d'ulcères, puis cicatrisation, ulcère et cicatrisation. Eh bien, il faut savoir que ça se voit surtout au niveau du bulbe duodénal. Donc, à la longue, au bout des années, cette sténose peut évoluer vers la fibrose et vous aurez un véritable estomac de stase. Et bien entendu, ça se voit aussi après plusieurs poussées et après plusieurs années d'évolution. Quatrième complication, qui elle est spécifique aux ulcères gastriques, eh bien c'est le cancer. Ce n'est pas vraiment une complication, mais il faut savoir que quand vous avez un ulcère gastrique, la hantise, c'est de ne pas passer à côté du diagnostic d'un cancer. D'ailleurs, certains auteurs disent que l'ulcérocancer n'existe pas et qu'en fait, une ulcération gastrique est suspecte jusqu'à preuve du contraire. Donc, quand vous faites une endoscopie et que vous trouvez un ulcère gastrique, eh bien, le plus important, c'est de faire de nombreuses endoscopies et de nombreuses biopsies pour ne pas passer à côté d'un cancer. Pourquoi? Parce qu'un véritable cancer peut cicatriser sous traitement médical et vous pourrez passer à côté d'une maladie désastreuse. Donc, la hantise, quand vous avez un ulcère gastrique, est de ne pas passer à côté d'un cancer. Est-ce que vous me suivez? Vous me faites signe si vous me suivez. Si tout le monde vous suit, hein, ça passe parfaitement. Vous savez, ce n'est pas évident pour moi du tout, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de répondant. D'habitude, je vais… En tout C'est cas, pas évident. s'il y a un problème, là, ils vous disent oui. Vous voyez. D'accord. Donc, Conversez-vous. ils commencent déjà à leur poser les questions. Écoutez, les questions inhérentes au Ils vous cours. disent, parce que vous avez dit, est-ce que vous m'entendez? Tout le monde vous dit oui, 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 très bien. D'accord. Ce serait bien que je puisse avoir le… Bon, je ne peux pas avoir l'audio de la salle, bien sûr. Non, mais si vous avez des questions… S'il y a un problème, moi, je vous dirai. Il n'y a aucun problème, ça se passe super bien. Entendu. Écoutez, si vous avez des questions concernant le cours, vous les laissez en fin de cours. Maintenant, les questions que je vous pose sont des questions techniques, parce que ce n'est pas évident pour moi, je suis en face d'un écran, donc je n'ai pas trop l'habitude. Non, ça se passe très, très bien. Donc, faites le cours. Ok, d'accord. Pas de souci. Entendu. Eh bien, nous allons commencer le premier chapitre, les hémorragies. Alors, il faut savoir que l'ulcère gastro-duodénal, les ulcères gastriques ou duodénaux sont la cause la plus fréquente d'hémorragie digestive haute. Donc, voilà. Alors, ces hémorragies, elles se voient plutôt volontiers chez les sujets âgés. Ce sont des sujets qui sont, vous avez fait la maladie ulcéreuse, ils sont souvent infectés par l'Helicobacter pylori, ce sont des patients assez âgés qui ont beaucoup de comorbidités, qui prennent souvent des anti-inflammatoires stéroïdiens ou non stéroïdiens, de l'aspirine, donc ils sont plus à même de présenter des hémorragies digestives. Il faut savoir que ces hémorragies digestives peuvent s'arrêter spontanément, on dit dans 80% des cas, mais bon, il ne faut pas trop vous arrêter à cette statistique. Donc, une hémorragie digestive peut s'arrêter spontanément, mais la hantise, aussi bien du gastro-entérologue que du chirurgien, eh bien, c'est la récidive de ces hémorragies. Alors, vous, en tant que médecin généraliste ou gastro-entérologue plus tard, vous avez un certain nombre d'objectifs. Le premier étant de savoir identifier une hémorragie digestive. Eh bien, une hémorragie digestive, en tout cas, pour la maladie ulcéreuse, une hémorragie digestive haute se manifeste par une hématémèse le plus souvent. Vous allez voir pourquoi je vous dis le plus souvent. Une hématémèse, donc vous savez ce que c'est l'émission de sang non aéré par la bouche au cours d'un effort de vomissement. Eh bien, si ce saignement est très important, cette hématémèse peut s'accompagner dans un certain nombre de cas, mais bien entendu, c'est assez rare, de rectorragie à ce moment-là. Comme le point de départ est le tube digestif haut, donc c'est une hémorragie qui survient à partir de l'estomac ou du bulbe duodénal. Donc le plus souvent, le mot de révélation est une hématémèse. Ça, c'est la logique. Mais quand elles sont très, très abondantes et très importantes, vous savez que le sang peut avoir une action laxative, il peut accélérer le transit. Et donc, cette hémorragie digestive haute peut se manifester par une rectorragie. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une hémorragie digestive haute. D'accord? Alors, parfois, ça n'est pas une hématémèse, ni moins une rectorragie, mais plutôt un méléna. Donc, c'est l'émission par l'anus, comme vous le savez, de sang digestif qui a été digéré, qui est passé à travers le tube digestif et qui s'extériorise sous forme de sels noirâtres desséchés et qui peut parfois s'accompagner d'anémie. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une hémorragie digestive haute. Donc, le point de départ est au-dessus de l'angle de traite.
Donc, cette hémorragie digestive est une urgence, aussi bien médicale que chirurgicale. Elle est bien entendu médicale, donc c'est le médecin généraliste ou le gastro-entérologue qui va être amené à prendre en charge cette hémorragie digestive. Et secondairement, elle peut devenir chirurgicale. Et actuellement, avec les progrès de la gastro-entérologie, des méthodes interventionnelles, de moins en moins de patients qui saignent de leur ulcère arrivent chez le chirurgien pour une cure chirurgicale. Je vous ai représenté ici l'estomac avec la vascularisation. Il faut savoir que la particularité de l'estomac, c'est que c'est un organe qui est très, très richement vascularisé. Il y a 3 gros pédicules vasculaires et il y a un très large réseau sous-muqueux qui fait que l'estomac est un organe qui est très bien vascularisé, mais aussi qui saigne beaucoup. Alors, pourquoi je vous ai représenté cette vascularisation? Eh bien, parce que la gravité de ces hémorragies digestives va être liée non seulement à la localisation de l'ulcère, mais aussi à, je vois qu'il y a des questions ici. Les questions, je pense qu'on va les laisser à la fin. Donc, vous avez ici représenté, excusez-moi, l'artère gastro-duodénale, l'artère splénique et l'artère coronaire stomachique. Donc, vous devinez à l'avance pourquoi je vous montre ça, parce que quand vous avez un ulcère qui est proche de la petite courbure, donc qui est en contact avec la coronaire stomachique, ou un ulcère sur la face postérieure de l'estomac qui peut être en contact, qui peut éroder l'artère splénique, ou un ulcère bulbaire postérieur, donc qui peut, comme je vous l'ai représenté, éroder l'artère gastro-duodénale, eh bien, vous aurez des hémorragies digestives par érosion vasculaire. Alors, tout ça m'amène à anticiper les mécanismes des saignements d'un ulcère gastrique ou duodénal. Eh bien, l'importance de ce saignement va dépendre, bien entendu, de l'importance des vaisseaux sanguins. C'est le premier mécanisme qui est le plus, j'allais dire le plus sérieux, le plus grave, c'est l'hémorragie par érosion vasculaire. Donc, vous avez votre ulcère qui va éroder une grosse branche artérielle et qui va donc se déverser. Vous allez voir que je vous ai représenté après des illustrations qui vont vous permettre de mieux comprendre cet état de fait. Donc, vous aurez une hémorragie par érosion vasculaire, elle va éroder le vaisseau et qui va débiter à plein canal dans la lumière gastrique et qui va être à l'origine d'une hémorragie assez importante. Le deuxième mécanisme, c'est l'hémorragie muqueuse ou en nappe. Et à ce moment-là, ça n'est pas une érosion d'un gros vaisseau, mais plutôt des petites artérioles, puisque je vous ai dit que le réseau muqueux est très, très riche, réseau sous-muqueux. Donc, ce sont des hémorragies artériolaires, et ce sont des hémorragies qui sont en nappe, et elles sont beaucoup moins graves, j'allais dire, qu'une hémorragie par une érosion vasculaire. Je vous ai représenté des exemples, comme je vous avais montré ici tout à l'heure sur l'illustration. Vous avez une érosion, par exemple, de l'artère gastro-duodénale pour les ulcères de la face postérieure du bulbe duodénal, une érosion de l'artère coronaire stomachique pour les ulcères de la petite courbure gastrique, ou une érosion de l'artère splénique sur la face postérieure de l'estomac. Je vous ai représenté ici donc une perforation gastrique, une perforation plutôt, une ulcération qui va éroder une petite artériole ou une artère et qui va donc être à l'origine d'une hémorragie dans la lumière gastrique qui va s'extérioriser donc sous forme d'hématémèse ou, si elle est plus grave, sous forme de rectorragie ou alors tout simplement sous forme de méléna. Alors, les saignements vasculaires, vous pouvez avoir donc un saignement vasculaire rangé, comme je vous l'ai représenté ici. C'est une illustration que j'ai voulu vous représenter. Vous allez voir, ça c'est l'endoscopiste qui peut voir, vous allez avoir un véritable jet sanguin que le gastro-entérologue va pouvoir voir et situer aussi pour le chirurgien qui va dans un second temps savoir si l'endroit où il va falloir aller agir, vous allez voir après, je vais vous l'expliquer dans le traitement chirurgical. Le chirurgien a besoin de l'endoscopiste pour localiser le saignement et savoir quel est l'endroit où il va falloir agir pour le traitement, donc une hémorragie, un saignement vasculaire en G. Vous pouvez avoir au contraire un saignement en nappe qui est beaucoup moins grave, mais qui n'en demeure pas moins, qui est aussi peut-être à l'origine d'hémorragies importantes si le traitement n'est pas fait précocement. Alors, faire le diagnostic d'une hémorragie digestive, il faut également apprécier son abondance. Alors, son abondance, il ne faut pas l'évaluer sur ce que vous dit le patient. Les patients, vous savez, ils ont plutôt tendance à exagérer. Il va vous dire, j'ai vomi 1 litre de sang, j'ai beaucoup vomi. En fait, ce n'est pas tant sur les dires
sur ce que le patient rapporte, mais ce sont sur des critères plutôt cliniques. D'accord? Donc, vous allez avoir, si vous avez un patient qui se présente chez vous avec un signe de collapsus, des signes de choc, il a une soif intense, une polypnée, une tachycardie, un refroidissement des extrémités, des chutes tensionnelles, c'est manifestement les stigmates d'une hémorragie digestive assez grave. Maintenant, vous avez aussi des critères biologiques. Des critères biologiques qui se voient donc sur la NFS que vous allez pratiquer et qui va se répercuter par une chute de l'hématocrite qui peut parfois être retardée. Alors, je vous ai dit, l'endoscopie, qui c'est qui vous me posez des questions, mais non, l'endoscopie est contre-indiquée en cas de perforation. Mais là, on n'est pas dans une perforation. On n'est pas dans le cadre d'une perforation. Je pense que vous n'avez pas trop cerné. Quand vous avez une hémorragie digestive, le patient ne vient pas pour une perforation. Il vient parce qu'il a vomi du sang ou parce qu'il a un état hémodynamique instable, parce qu'il a une anémie. Mais en fait, c'est surtout l'hématémèse. Il ne vient pas pour une perforation. Et là, quand vous avez une hémorragie digestive haute, au contraire, l'endoscopie digestive est hautement indiquée, pour ne pas dire qu'elle est indispensable. Donc, il faut que vous la fassiez. D'accord? Donc, je vous avais dit tout à l'heure qu'il fallait donc évaluer oui, je pense que les questions, vous devriez les laisser à la fin. Je vous fais le cours et les questions, vous les poserez à la fin. Si maintenant, vous avez des questions d'ordre technique, à ce moment-là, oui, vous me faites signe, parce que ce n'est pas évident. Mais sinon, je pense que les questions, on va devoir les laisser à la fin. De toute manière, il y a un polycope qui est très explicite, qui va vous être remis, peut-être dans 2 ou 3 jours, le temps que vous le prépare. Mais à la fin du cours, vous pouvez poser toutes les questions que vous pourrez. Donc, je vous disais déjà que l'abondance va être évaluée sur des critères cliniques, des critères biologiques, donc c'est la chute de l'hématocrite. Puis il y a aussi un critère évolutif qui est très important. C'est quoi le critère évolutif? Eh bien, le critère évolutif, ce sont le nombre de poches et le volume de sang que vous allez devoir transfuser pour maintenir un état hémodynamique stable. Donc, à partir d'un certain taux d'hémoglobine, si l'hémoglobine chute en deçà de 6 d'hémoglobine pour un sujet sans TAR ou sans comorbidité, voire même à moins de 7 ou 9 grammes d'hémoglobine dans certaines comorbidités, surtout chez le coronarien, eh bien, vous allez devoir transfuser votre patient. Et si vous allez devoir transfuser une poche pour maintenir un état hémodynamique stable, ce n'est pas comme un patient chez lequel vous allez devoir transfuser 4, 5 à 6 kg globulaires. Donc, c'est le nombre de kilos pour maintenir un état hémodynamique stable qui va être le critère évolutif, un critère évolutif important pour évaluer la gravité d'une hémorragie digestive. Si vous trouvez que je vais trop vite, vous me faites signe. Donc, vous avez fait le diagnostic de l'hémorragie digestive, vous avez un patient qui saigne, un patient qui fait des hématémèses, qui a une hémodynamique instable, qui a une chute de l'hématocrite. Vous allez donc devoir faire un certain nombre de gestes pour faire face à votre hémorragie digestive. Donc, vous allez, bien entendu, évaluer l'état hémodynamique, ça on en a déjà parlé. Vous allez prendre une voie, voire 2 voies veineuses de bon calibre pour pouvoir commencer votre réanimation et commencer la réhydratation, voire la transfusion s'il est nécessaire. Faire les prélèvements qu'il faut, donc faire un prélèvement pour une formule numération sanguine, un bilan d'hémostase, faire bien entendu un groupage, une fonction rénale, tous les bilans qui sont indispensables et en vue de faire le diagnostic, le bilan de retentissement de l'hémorragie digestive, mais aussi dans la prévision d'une éventuelle intervention chirurgicale. Vous allez mettre en place une sonde nasogastrique pour confirmer l'hémorragie digestive et pour pouvoir commencer la préparation à l'endoscopie. Donc, cette sonde nasogastrique va vous permettre de faire le diagnostic, mais elle va vous permettre aussi de faire un lavage gastrique au sérum glacé pour préparer votre patient à l'endoscopie, pour pouvoir faire l'endoscopie dans de bonnes conditions et pouvoir voir l'origine du saignement.
Cette endoscopie sera bien entendu faite sur un patient stabilisé. Vous n'allez pas commencer l'endoscopie d'emblée, mais vous allez d'abord faire des mesures de réa, prendre une voie d'abord, réhydrater votre patient, le transfuser, maintenir une hémodynamique stable. Et ça n'est qu'après avoir fait tout ça que vous allez confier votre patient à l'endoscopiste pour faire votre endoscopie sur un patient stabilisé. J'insiste là-dessus parce que c'est très important, c'est même une question d'examen. L'endoscopie devra absolument se faire sur un patient stabilisé, donc avec un état hémodynamique convenable. Après, votre endoscopie aura pour objectif, l'objectif va être double, voire triple. Donc, elle aura un objectif, elle aura un but diagnostique, donc elle va permettre de faire le diagnostic de l'hémorragie digestive, localiser le saignement, préciser la cause, c'est un ulcère ou c'est un cancer ou c'est autre chose, le mécanisme du saignement, est-ce que c'est un saignement en nappe, est-ce que c'est un saignement en jet, parce que l'attitude n'est pas pareille. Elle va pouvoir également chercher une lésion associée. Cette endoscopie va pouvoir avoir aussi un objectif pronostic, puisqu'elle va vous permettre de faire une classification que vous connaissez peut-être, la classification de Forest, qui va pouvoir évaluer le risque de récidive d'hémorragie en fonction du type je vous inviterai après à voir cette classification. Vous allez savoir si c'est un saignement actif ou s'il y a des stigmates de saignement. Vous allez trouver des caillots. Est-ce que c'est un caillot mobile? Est-ce que c'est un caillot sanguin ancien? En tout cas, cette classification va pouvoir évaluer le risque de récidive hémorragique. On va la détailler après dans le intitulé. Alors, je vois qu'il y a des questions. Qu'est-ce que vous me dites? C'est quoi la sonde nasogastrique? Eh bien, la sonde nasogastrique, c'est un tuyau que l'on met dans l'estomac, d'accord? Qui va pouvoir aspirer le contenu de l'estomac. C'est un tuyau. Vous avez fait des stages vous n'avez pas fait de stage de médecine? Si, avant le confinement, je suppose que vous avez fait des stages de médecine. Donc, c'est un tuyau qu'on met dans l'estomac pour pouvoir en aspirer le contenu et pour pouvoir injecter des médicaments ou du sérum ou des substances médicamenteuses pour pouvoir traiter l'hémorragie. Si le saignement sanguin est très abondant, est-ce qu'on peut voir une épistaxis? Non, l'épistaxis, c'est autre chose. Écoutez, il faut savoir redéfinir. Chaque mot en médecine a une définition. Une épistaxis, c'est l'émission de sang pas par le tube digestif. L'épistaxis, elle a une origine ORL. Donc, ça n'est pas du tout la même chose. L'hémorragie digestive, c'est du sang qui vient de l'estomac. D'accord? L'hémorragie digestive haute, il vient de l'estomac, donc du tube digestif haut, le bulbe duodénal, en tout cas au-dessus de l'angle de traite, mais l'épistaxis, elle a une origine ORL, pas une origine digestive, donc ce n'est pas pareil du tout. Oui, mais si vous êtes nombreux à poser des questions, donc je ne sais pas maintenant, quand on me dit sonde nasogastrique, il faut que vous sachiez ce que c'est. D'accord. Je disais que le troisième objectif de l'endoscopie, c'est, alors, elle a un but, donc elle a un objectif diagnostique, un objectif pronostique, mais aussi thérapeutique, puisque dans de nombreux cas, l'endoscopie va pouvoir permettre, par le biais des médicaments qu'on va pouvoir injecter, on va pouvoir injecter de l'adrénaline, on va pouvoir faire appel à de l'électrocoagulation par du plasma ou d'autres agents hémostatiques, des cols biologiques. En tout cas, les gastro-entérologues vont pouvoir faire de l'endoscopie interventionnelle pour pouvoir arrêter l'hémorragie digestive et éviter que le patient n'arrive chez le chirurgien. Alors, comment traitons une hémorragie digestive? Eh bien, l'hémorragie digestive est avant tout, je vous avais dit, une urgence médicale. Donc, il va falloir faire une rééquilibration hydroélectrolytique. Donc, vous allez réhydrater votre patient puisqu'il a perdu beaucoup de sang, donc il a perdu une masse sanguine importante. Vous allez commencer par les électrolytes. Vous allez commencer par du plasma gel ou la commande de sang si l'état hémodynamique s'en fait sentir. Vous allez donc transfuser si nécessaire. Vous allez commencer rapidement l'administration d'inhibiteurs de la pompe à protons en injection intraveineuse. Et vous allez commencer aussi le traitement de l'éradication qui devra être fait avant même la confirmation qui sera faite après les biopsies. Alors,
le traitement médical comprend donc tous les gestes de réanimation. On va faire appel aussi on peut faire appel, donc, comme je vous l'avais expliqué, à des techniques d'injection d'agents hémostatiques, comme l'école biologique, comme l'adrénaline ou autres agents. On peut même être amené à poser des clips sur les vaisseaux qui saignent, faire de l'électrocoagulation par le plasma argon. Toutes ces méthodes endoscopiques vont pouvoir arrêter le saignement et, dans la majeure partie des cas, l'endoscopiste arrive à gérer l'hémorragie digestive et s'il n'y parvient pas, ou si il y a une récidive hémorragique, ou si l'état hémodynamique du patient se détériore, eh bien, force est de recourir à la chirurgie et de confier le malade au chirurgien pour pouvoir faire l'hémostase chirurgicale. Alors, maintenant, je vous avais dit, le traitement médical, il est de mise, quelle que soit la gravité de l'hémorragie. Donc, en premier temps, on va tenter de faire l'hémostase par voie endoscopique, par toutes les méthodes dont je vous ai parlé. Si maintenant, on n'y parvient pas, et aussi on est dans un service où vous avez le plateau technique, on peut être amené à faire une artériographie sélective. Donc, l'artériographie, eh bien, c'est un examen radiologique. On rentre par voie fémorale, on rentre un cathéter pour arriver jusqu'à au vaisseau qui vascularise, donc le tronc cœliaque et toute la vascularisation de l'estomac pour pouvoir mettre en place des espèces de sortes de cols. En fait, ce sont des petits clips ou comme des espèces de billes qui vont permettre de faire de l'embolisation, donc pour pouvoir coaguler les vaisseaux par voie radiologique. Donc, l'artériographie sélective et l'embolisation sont des techniques de radiologie interventionnelle qui vont pouvoir, à travers un cathéter introduit par l'artère fémorale, d'arriver jusqu'au vaisseau dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'artère splénique, l'artère coronaire stomachique ou l'artère gastro-duodénale. Ce sont les principales artères qui vascularisent l'estomac. Et donc, on va pouvoir arriver jusqu'à ces artères, injecter des produits ou des espèces de… Je ne vais pas rentrer dans les détails qui ne sont pas de votre niveau. En tout cas, ce sont des agents hémostatiques qui vont pouvoir faire l'hémostase par voie artérielle et bien entendu éviter d'arriver à la chirurgie. Si après toutes ces techniques, vous ne parvenez pas à faire l'hémostase, eh bien force est de recourir au traitement chirurgical. Et cette chirurgie, comme je vous l'ai expliqué, elle est réservée aux hémorragies qui ne sont pas contrôlées par l'endoscopiste. Quand l'hémorragie est active ou qu'elle persiste ou qu'il y a un échec au traitement médical ou quand cette hémorragie est massive, donc il va falloir transfuser plus de 5 à 7 kg globulaires en plus de 24 heures, eh bien une indication opératoire est posée et le chirurgien, aidé par les indications que le gastro-entérologue lui a données, va pouvoir faire des gestes simples, d'hémostase locale. On va pouvoir aller ouvrir, donc faire une gastrotomie. Donc, la gastrotomie, c'est quoi? Quand on dit tomie, c'est ouverture. Donc, on va ouvrir l'estomac à l'endroit même où le gastro-entérologue nous a guidés pour pouvoir faire des gestes d'hémostase locale. Maintenant, il y a d'autres techniques qui sont beaucoup plus… on peut être amené à faire des sutures, on peut être amené à faire des ligatures vasculaires. Et si on n'y parvient pas, eh bien, nous, chirurgiens, on va faire des gestes encore beaucoup plus lourds et on sera amené à faire des gestes radicaux, donc des gastrectomies pour emporter toute la zone qui saigne et par là même faire aussi, même si c'est de plus en plus rare actuellement, le traitement de la maladie ulcéreuse et faire une vagotomie pour éviter la récidive de l'hémorragie. Alors, donc, je vous ai représenté ici quelques illustrations, juste pour que vous compreniez. Alors, vous avez votre endoscope, le canal opérateur de l'endoscope va pouvoir donc voir l'endroit qui saigne et à travers ce canal opérateur, pouvoir faire des gestes d'hémostase locale, donc injection d'adrénaline, injection d'agents hémostatiques. On peut être aussi amené à poser des clips par voie endoscopique pour éviter, là c'est surtout quand vous avez un saignement artériel, donc mettre un clip endoscopique
pour pouvoir, par voie endoscopique, pour pouvoir arrêter le saignement. Alors là, c'est une illustration de radiologie interventionnelle. Donc, on arrive, vous voyez votre cathéter que je vous représente ici, on arrive donc par voie fémorale jusqu'au tronc cœliaque, et puis on va rentrer jusqu'à l'artère gastro-duodénale à travers le tronc cœliaque, arriver jusqu'à l'artère gastro-duodénale ou l'artère splénique ou l'artère coronaire stomachique, en tout cas celle qui saigne, et puis introduire un coil ou un agent hémostatique ou une colle biologique ou des billes avec des agents hémostatiques pour pouvoir aller obturer ces vaisseaux et empêcher la récidive hémorragique. Et ça ne se fait pas partout. Il faut bien entendu que ça soit dans des centres munis d'un plateau technique assez performant pour pouvoir faire appel à cette radiologie interventionnelle. Je vois que les questions… Écoutez, les questions, il va falloir qu'on les laisse à la fin. D'accord? Alors, maintenant, là, je vous ai représenté ici donc une illustration. Vous avez un patient qui saigne, vous avez tenté de faire l'hémostase par voie endoscopique. Le gastro-entérologue vous dit que le patient saigne toujours, il y a une récidive hémorragique avec une répercussion hémodynamique. Le patient saigne beaucoup, il ressaigne une deuxième fois. Vous avez dû transfuser plus de 7, 8, 9, 10 kg globulaires. À ce moment-là, force est de recourir à la chirurgie. Eh bien, nous, avec les indications du gastro-entérologue, on va aller faire une gastrotomie, donc on va ouvrir, d'accord? Donc on va ouvrir le bulbe duodénal. Et vous allez voir ici que vous avez une perforation sur la face postérieure et avec le porte-aiguille, on va essayer de faire l'hémostase directement, on va faire des points en X pour pouvoir arrêter le saignement, d'accord? Si on ne peut pas arrêter le saignement en faisant des points en X directement, eh bien, on peut être amené à lier cette artère gastro-duodénale, même si cette technique se fait de moins en moins parce qu'elle va avoir des répercussions assez lourdes sur la vascularisation du duodénum, mais parfois on peut être amené à lier ce vaisseau, ce gros vaisseau qui est derrière le duodénum, pour éviter la récidive hémorragique. Alors, deuxième grosse complication de ces ulcères gastriques ou les ulcères duodéno-gastriques, eh bien, c'est la perforation. Cette perforation est moins fréquente que les hémorragies, mais elle survient quand même chez 5 à 10% des patients qui présentent une maladie ulcéreuse. Et il faut savoir que dans un quart des cas, cette perforation est inaugurale. Qu'est-ce que ça veut dire inaugurale? C'est que vous avez un patient qui n'a aucun antécédent d'ulcère, ou alors il est peut-être porteur d'un ulcère, mais il ne le sait pas, ou peut-être a posteriori, quand vous allez l'interroger, il vous dit oui, de temps à autre, je faisais des épigastralgies, ou alors il va vous dire oui, je suis suivi pour un ulcère. Parfois, le patient ne sait même pas qu'il est porteur d'un ulcère, et il vient dans un tableau de péritonite avec une contracture, une douleur épigastrique d'apparition brutale, et il fait sa perforation sans même savoir qu'il était porteur d'un ulcère. Donc, dans 25% des cas, une perforation peut être inaugurale de la maladie ulcéreuse. Cette perforation est beaucoup plus fréquente. On est pendant le mois de carême. Eh bien, le jeûne favorise les perforations. Et nous, chirurgiens, quand on était jeunes résidents, on était contents. Pendant le mois de carême, on était plutôt contents. On savait qu'on allait avoir au moins 1 à 2 perforations pendant la garde, puisque c'est beaucoup plus fréquent pendant le mois de carême, puisque le jeûne favorise les perforations, surtout chez les sujets jeunes. Alors, il y a des facteurs favorisants, bien entendu, qui sont les médicaments gastrotoxiques, le tabac, ce sont des facteurs favorisants. La perforation se voit, contrairement aux hémorragies digestives qui se voient surtout chez les sujets âgés, eh bien, la perforation bulbaire se voit essentiellement chez les hommes jeunes. Donc, c'est surtout une complication du sujet jeune. Cette perforation, eh bien, elle peut se voir sur les différentes faces de l'estomac. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais représenté une illustration de la paroi gastrique et du bulbe. Eh bien, elle peut se faire en péritoine libre ou alors en péritoine bouchée. Donc, on peut avoir une perforation en péritoine libre ou une perforation bouchée. Eh bien, c'est quoi une péritoine libre ou en perforation bouchée? Eh bien, une perforation sur la face antérieure de l'estomac ou sur la face antérieure du bulbe va se faire dans la grande cavité abdominale. Donc, vous allez avoir un trou sur la face antérieure de l'estomac ou du duodénum. Donc, vous allez avoir une péritonite. Si maintenant cette perforation se fait sur la face postérieure du bulbe duodénal, ou alors si elle se fait sur une paroi gastrique, sur une partie de l'estomac qui est recouverte par le foie, ou sur la paroi
postérieure de l'estomac recouverte par le pancréas, eh bien, le foie ou le pancréas va boucher cette perforation et donc vous allez avoir une perforation bouchée. Dans le diagnostic, est beaucoup plus difficile. Ce sont des patients qui viennent assez tardivement dans un stade d'abcès et pas au stade de péritonite. Et donc, vous allez avoir des tableaux différents, mais il faut savoir que la perforation en péritoine libre est beaucoup plus fréquente que la perforation bouchée. L'adage dit que les ulcères bulbaires antérieurs se perforent beaucoup plus fréquemment que les ulcères postérieurs, puisqu'on dit que les ulcères bulbaires antérieurs se perforent et que les ulcères bulbaires postérieurs saignent, puisque, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sur la face postérieure de l'estomac, vous avez un gros vaisseau qui est l'artère gastro-duodénale, qui est en contact avec cet ulcère et qui peut être à l'origine d'une érosion vasculaire. Alors, comment on fait le diagnostic d'une perforation? Eh bien, je vous avais dit, le plus souvent, c'est une perforation péritoine libre. Mais c'est un tableau de péritonite généralisée, avec donc une douleur, un signe fonctionnel, toujours commencer par les signes fonctionnels. Pourquoi le patient vient vous voir? Il vient vous voir parce qu'il a une douleur violente, l'apparition brutale, un coup de poignard. Elle est diffuse, elle est à début épigastrique. Hein, et puis par la suite, il va vous dire, j'ai mal dans la région épigastrique. Et dans un second temps, il va avoir mal dans la fosse iliaque droite. Pourquoi? Eh bien, parce que quand vous avez une perforation sur la face intérieure du bulbe, eh bien, le liquide va s'écouler le long de la gouttière pariétocolique et il va se collecter dans la fosse iliaque droite. Et souvent, on peut se tromper puisque le patient ne consulte pas tout de suite et il vient au stade de douleur de la fosse iliaque droite et on peut confondre la perforation d'ulcère avec un tableau d'appendicite aiguë. Donc souvent, la douleur, le plus souvent, elle est épigastrique, ou en tout cas à début épigastrique, mais elle peut siéger également au niveau de la fosse iliaque droite. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, le liquide gastrique s'écoule le long de la gouttière pariétocolique qui se collecte dans la fosse iliaque droite et on peut confondre une péritonite par perforation d'ulcère avec une péritonite appendiculaire. Ça, c'était pour les signes fonctionnels. Les signes physiques, eh bien, sont de gravité variable. On va avoir une tachycardie, la tension artérielle peut être pincée, on peut avoir une altération d'état général. Donc, toujours inspection, palpation, percussion, eh bien, l'abdomen, et quand vous examinez votre patient, eh bien, l'inspection, l'abdomen est immobile, il ne respire pas. Hein. Vous avez une abolition des réflexes cutanés abdominaux. Il existe, quand vous palpez, une défense généralisée qui peut très rapidement se transformer en une contracture abdominale, une contracture musculaire qui réalise le ventre de bois. Donc, vous allez, chez les patients qui ont une bonne musculature, voir la tablette de chocolat et vous allez voir le relief des muscles sur la paroi abdominale. Si vous percutez, bon, ça, on peut le faire, mais même si c'est un signe qui n'est pas toujours fréquent, vous allez avoir la classique disparition de la matité préhépatique. Eh bien, c'est quoi cette disparition de la matité préhépatique? Lorsque vous avez une perforation, vous avez de l'air qui va sortir de l'estomac. Eh bien, en position couchée, comme l'air est plus léger, donc il va se retrouver s'interposer entre le foie et la paroi. Et du coup, quand vous allez percuter à droite, vous n'aurez plus la matité hépatique, mais à la place, vous aurez une sorte d'un tympanisme parce qu'il y a une interposition d'air à ce niveau-là. Et donc, vous avez la classique disparition de la matité préhépatique. Bien entendu, si vous faites un toucher rectal, vous allez avoir une douleur au toucher rectal, vous allez avoir beaucoup de liquide dans le cul-de-sac de Douglas. Alors, après, donc ça c'était la clinique, après vous allez faire un ASP, donc un abdomen sans préparation, et vous allez avoir, comme vous le voyez ici, à droite, l'image d'un pneumopéritoine. Alors ce pneumopéritoine, il faut savoir deux choses. Il faut savoir qu'il n'est présent que dans 40 à 60% des cas. Donc, dans près de 40% des cas, il peut être absent. Et est-ce que son absence infirme le diagnostic? Eh bien, pas du tout. Donc, même si vous n'avez pas de pneumopéritoine sur l'ASP, eh bien, cela n'écarte pas le diagnostic de péritonite par perforation d'ulcère. N'allez pas dire l'ASP est normal pour qu'il n'a pas perforé. Pas du tout, puisque ce pneumopéritoine peut être absent dans 40% des cas. Alors, quand vous l'avez à droite, en général, le diagnostic est assez facile, mais quand vous l'avez à gauche, ne le confondez pas avec la poche à air gastrique, puisque la poche à air gastrique, vous avez toujours une limite horizontale.
alors que le pneumopéritoine, lui, il suit la convexité, parce que c'est de l'air qui est en dehors du tube digestif. Donc, vous avez un croissant, d'accord? Il est sous forme de croissant et il va épouser la forme de la coupole diaphragmatique. Je vous ai dit à droite, donc le problème ne se pose pas. À gauche, ne le confondez pas avec la poche à air gastrique, puisque elle, sa limite est horizontale, alors que le croissant est plutôt sous forme de croissant, donc une limite concave vers le haut. Et donc, l'absence du pneumopéritoine, retenez ça, c'est très important. C'est également une question qui peut tomber à l'examen. L'absence de pneumopéritoine ne vous écarte pas le diagnostic, n'exclut pas le diagnostic de péritonite par perforation d'ulcère. Alors, maintenant, il y a des diagnostics différentiels. Je vous avais dit tout à l'heure la péritonite appendiculaire. Alors, j'allais dire, c'est pas que c'est pas important. Si on confond une péritonite par perforation d'ulcère avec une péritonite appendiculaire, c'est pas bien grave. C'est pas que c'est pas bien grave. C'est pas bien grave puisque de toute façon, on a posé le diagnostic de péritonite. Donc, le patient va arriver chez le chirurgien et le chirurgien, lui, va faire une incision qui va être adaptée à la péritonite. Il va tout aider au début ouvrir autour de l'ombilic et il va s'agrandir vers le haut. Donc, il va ouvrir vers le haut pour aborder l'estomac ou vers le bas pour aborder l'appendice en fonction du diagnostic qu'il va trouver en péropératoire. Donc, on peut confondre une péritonite par perforation d'ulcère avec une péritonite appendiculaire, mais ça n'est pas vraiment un problème puisque les deux vont aboutir à une indication chirurgicale. On peut confondre une péritonite par perforation d'ulcère avec une pancréatite aiguë. Et là, à ce moment-là, c'est la biologie qui va permettre de faire le diagnostic. Et bien entendu, on va confirmer ce diagnostic par une TDM abdominale. On peut confondre une péritonite par perforation d'ulcère avec une symptomatologie biliaire ou une symptomatologie colique. Et c'est l'échographie dans un cas où les tests diagnostiques ou les coloscopies secondairement. En tous les cas, la clinique d'une péritonite par perforation d'ulcère, si même au début, vous n'arrivez pas à faire le diagnostic, c'est l'évolution qui va vous permettre de faire le diagnostic. Et si vous avez un doute, vous pouvez toujours vous aider d'examens complémentaires. Si vous avez un doute par rapport à une pathologie biliaire, bien vous allez demander une échographie abdominale. Si vous avez un doute par rapport à une pancréatite aiguë, vous allez demander une biologie et une TDM abdominale. Donc, là, je vous ai représenté donc une perforation d'ulcère. Donc, vous avez une perforation sur la face antérieure qui va se compliquer de péritonite puisqu'elle est en péritoine libre. Et ici, je vous ai représenté une image péropératoire d'un patient que nous avons opéré. Et c'est là que vous voyez, c'est la perforation. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. C'est une perforation sur la face postérieure de l'estomac qui était à l'origine d'une péritonite généralisée et que nous avons traitée par une suture. Alors, une chose sur laquelle je voulais insister, quand vous avez une péritonite par perforation gastrique ou une péritonite par perforation vulvaire, eh bien, l'attitude n'est pas la même. Si vous avez, je m'explique, si vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez un ulcère gastrique, ayez toujours en arrière-pensée le cancer gastrique. Il faut être sûr qu'une ulcération gastrique n'est pas un cancer. Donc, quand nous, chirurgiens, on opère un patient parce qu'il a un tableau de péritonite, il vient pour une contracture généralisée, je fais un ASP, je retrouve un pneumopéritoine, je l'ouvre et je trouve une perforation bulbaire, donc du bulbe duodénal. Eh bien là, le traitement va être simple. On va juste faire une suture, on ne peut pas traiter la complication. Mais si je tombe sur une perforation gastrique, là, c'est beaucoup plus sérieux. Il va falloir que je sois beaucoup plus vigilante parce qu'une perforation gastrique peut être révélatrice d'un cancer. Et là, on va bien entendu faire de nombreuses biopsies pendant l'intervention. On va biopsier tout autour de cette perforation. On va la suturer. On va éviter de faire une gastrectomie parce qu'on évite, nous chirurgiens, de faire des gestes d'exérèse très étendus sur une péritonite. On ne peut pas suturer, on ne peut pas couper de l'estomac et suturer quand il y a du pus, quand il y a des péritonites. Donc, on va juste traiter la complication et ne pas oublier de faire de nombreuses biopsies, de très nombreuses biopsies sur une perforation gastrique et non pas duodénale, pour ne pas passer à côté d'un cancer. Alors, ici, je vous ai représenté une perforation postérieure bouchée, donc c'est une perforation du bulbe duodénal, plutôt une perforation prépylorique sur la face postérieure de l'estomac, bouchée par le pancréas. Et donc, elle peut ne pas se traduire par une péritonite, mais plutôt par un tableau d'abcès ou de douleur. Et le diagnostic peut être beaucoup plus tardif que la péritonite par perforation en péritoine libre.
Alors, comment traite-t-on une perforation? Eh bien, alors, si cette perforation, elle est survenue sur un estomac qui était vide, d'accord? Alors, je vais vous expliquer. Vous avez un patient qui vient pour une perforation, une péritonite, une contracture, une douleur. J'ai fait mon diagnostic, j'ai fait mon ASP, j'ai une perforation, j'ai un pneumo péritonée, j'ai fait mon diagnostic. Eh bien, je vais commencer par mettre une sonde nasogastrique pour aspirer tout le contenu de l'estomac. Pourquoi on fait ça? Eh bien, s'il y a un trou dans l'estomac et que l'estomac est plein de liquide, eh bien, moi, je vais l'aspirer pour empêcher le passage de ce liquide dans le péritoine et empêcher d'entretenir ma péritonite. Donc, je vais aspirer mon estomac. Je vais bien entendu réhydrater et mettre des électrolytes pour pouvoir réhydrater mon patient. On va commencer une antibiothérapie par voie, je ne l'ai pas représenté ici, excusez-moi, c'est un oubli. Si, je l'ai mis. Alors, donc, une antibiothérapie dirigée contre les germes anaérobies, aérobies, puisqu'on est dans le tube digestif. Commencer les antisécrétoires par voie veineuse et voir l'évolution. Eh bien, dans certains cas, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver, eh bien, ce traitement conservateur peut suffire et le patient peut évoluer favorablement et on peut éviter l'indication chirurgicale. On peut éviter. Eh bien, il y a des conditions, vous n'êtes pas obligé de les connaître, mais les chirurgiens doivent les connaître. Si on est sûr du diagnostic, on est sûr que ce n'est pas autre chose, on est sûr que ce n'est pas une péritonite appendiculaire, on est sûr que ça n'est pas une pancréatite, on est sûr que ce n'est pas ci, que ce n'est pas ça, que ce n'est pas un cancer gastrique. Eh bien, on peut tenter ce traitement et ça s'appelle la technique, la méthode de Taylor. Pas la technique de Taylor, ne confondez pas, mais c'est la méthode de Taylor. La méthode de Taylor consiste à continuer ce que j'ai fait au début. Aspirer l'estomac, mettre des antisécrétoires, mettre des antibiotiques et surveiller mon patient. Ça s'appelle la méthode de Taylor et parfois, ça peut réussir et on peut éviter d'arriver à l'indication chirurgicale. Alors, les conditions, c'est que la perforation soit survenue à jeun, donc sur un estomac vide. Le diagnostic doit être fait très précocement, dans les 6 heures qui suivent la perforation, et qu'il n'y ait pas de signe de choc ou qu'il n'y ait pas d'hémorragie digestive. Il faut que toutes ces conditions soient réunies pour que je fasse une technique de Taylor et que j'évite de confier mon patient au chirurgien. Maintenant, le plus souvent, eh bien, le patient va arriver au chirurgien parce qu'il est dans un tableau de contracture généralisée. Il peut même évoluer vers la température. Vous savez, une péritonite par perforation d'ulcère au début, vous n'avez pas de température, vous n'avez pas de fièvre, mais à la longue, si la péritonite est vieillie, si elle évolue depuis un certain nombre d'heures, voire de jours, parce que le diagnostic peut être tardif, défiant, eh bien, la péritonite peut être vieillie, une péritonite négligée. À ce moment-là, le traitement chirurgical est obligatoire. Et d'ailleurs, dès le diagnostic fait, on peut être amené à opérer le patient, on doit opérer le patient. Et bien à ce moment-là, on traite la péritonite, donc on ouvre et on se contente de suturer l'ulcère. Hein. Et bien, quand j'ai commencé mon résidenat, moi, il y a plus d'une vingtaine d'années, on faisait le traitement de la péritonite, le traitement de la perforation, on traite la perforation, et pour éviter que le patient ne refasse encore une autre perforation plus tard, eh bien, on faisait ce qu'on appelle des vagotomies. C'est quoi la vagotomie? Vous savez que l'estomac est innervé par 2 gros nerfs, hein, que sont le nerf vague droit et gauche, pneumogastrique, qui sont responsables aussi bien de la motricité que de la sécrétion acide. Là, je ne vais pas revenir dessus. Eh bien, la vagotomie consiste, je vous ai dit tomie, ça veut dire couper en chirurgie. Eh bien, la vagotomie consiste à couper ces 2 nerfs vagues, d'accord, pour éviter qu'il y ait une sécrétion acide et éviter la vie. Actuellement, comme on a de plus en plus de médicaments performants qui peuvent traiter l'ulcère, on fait de moins en moins, pour ne pas dire rarement, des vagotomies, donc on ne le fait plus. Ce qui fait que le traitement de la péritonite perforante d'ulcère consiste à traiter la péritonite, on va aspirer tout le pus, on va laver et on va suturer l'ulcère. Et je vous ai dit, la vagotomie, dans certains cas, qui ne sont pas de votre programme, mais sachez qu'actuellement, on se contente de traiter la péritonite et de traiter la perforation. Troisième grosse complication, eh bien, c'est la sténose. C'est quoi la sténose? Eh bien, chez un patient qui vous fait des poussées d'ulcère, il vous fait une poussée d'ulcère, il prend son traitement ou il ne le prend pas, ou il le prend de façon anarchique, il est bien, il ne va pas consulter, il ne prend plus son traitement. 6 mois après, 1 an après, il vous refait un ulcère, il a mal, il prend son traitement ou il ne le traite pas. En fait, ce sont ces poussées, rémission, et bien dans certains cas, la cicatrisation de ces ulcères au niveau du pylore peut aboutir à ce qu'on appelle une sténose. Ça veut dire que le pylore, comme il est étroit, hein,
le bulbe duodénal, et la région pylorique sont la région la plus étroite de l'estomac. Et donc, vous pouvez avoir une sténose à ce niveau-là. Cette sténose va être à l'origine au début, elle peut être juste une sténose œdémateuse, donc une sténose que l'on peut, vous allez voir après, traiter médicalement par des dilatations. Mais si la sténose évolue depuis longtemps ou alors vous avez elle évolue par poussée et rémission, cette sténose œdémateuse peut évoluer vers une sténose fibreuse. Vous allez avoir une véritable fibrose à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'estomac va progressivement se distendre pour se transformer en une véritable poche. Et vous allez avoir une espèce de poche qui va empêcher le passage du bol alimentaire dans le reste du tube digestif. Et vous allez avoir des complications à type d'intolérance, de vomissement, voire même de déshydratation, de cachexie, et qui est la complication la plus, la moins fréquente, qui se voit de moins en moins actuellement depuis qu'on a les antisécrétoires, les inhibiteurs de la pompe à protons. Alors, le début de cette sténose se fait comment? Comment on fait le diagnostic? Eh bien, au début, on a juste une intolérance gastrique. On a une sensation, le patient, il vient parce qu'il a un long passé d'ulcère. Comment vous faites le diagnostic? C'est un patient qui a un long passé d'ulcère. En général, ça se voit surtout chez les sujets âgés. Il vous dit qu'il n'a plus envie de manger parce qu'à chaque fois qu'il mange, il a une sensation d'inconfort. Parfois, il vomit 4, 5, plusieurs heures après avoir mangé. Il commence à maigrir. Il est souvent déshydraté. Parfois, il ne mange plus parce qu'à chaque fois qu'il mange, quelques heures après, il est obligé de vomir ou alors il se fait vomir pour être amélioré. Et donc, vous allez avoir au début ce tableau. Si le patient attend encore plus longtemps, vous allez avoir le tableau d'une véritable déshydratation avec une cachexie, un amaigrissement, avec des vomissements alimentaires parfois qui ont été des aliments qui ont été avalés plusieurs jours auparavant, sont des aliments très fétides, et le patient arrive à un stade où, quand vous l'examinez, vous allez avoir une espèce de distension abdominale, vous allez voir même un estomac dessiné sous le ventre, et parfois vous allez avoir des ondulations péristaltiques. C'est quoi? Ou un clapotage. Donc, vous allez avoir une espèce de grosse poche. Quand vous percutez, vous avez l'impression que le patient a une espèce de poche dans l'abdomen. Et en fait, c'est l'estomac qui est complètement distendu et rempli d'aliments vieillis. Ça s'appelle voilà, je perds le fil de mes idées. Ça, je pense que c'est la déshydratation. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle le clapotage à jeun. Donc, quand vous percutez son estomac, vous allez avoir l'impression qu'il y a une poche qui clapote à l'intérieur. Et parfois, vous pouvez avoir des signes de lutte. Donc, l'estomac et le bulbe va lutter, l'estomac va lutter pour forcer l'obstacle et permettre le passage. Et vous allez avoir des ondulations péristaltiques. Et ça, c'est au début de la sténose. Donc, et à un stade tardif, vous allez avoir un véritable clapotage à jeun. Alors, comment se fait donc l'évolution vers la sténose? Alors, au début, je vous avais dit, vous allez avoir juste un œdème péri-ulcéreux. Cet œdème péri-ulcéreux va être à l'origine d'un spasme prolongé du pylore. Et à la longue, quand vous allez avoir plusieurs poussées de sténose, de poussées rémission d'ulcère, à la longue, vous allez avoir une véritable cicatrice fibreuse du bulbe ou du pylore qui va être à l'origine d'une véritable besace et qui va être à l'origine de tous les signes fonctionnels que nous allons retrouver. Donc, je vous ai dit, examen clinique, vous allez voir, le patient va vomir et vous allez avoir des débris alimentaires d'aliments vieillis, ingérés plusieurs heures, voire jours à l'avant. Vous allez avoir une véritable voussure abdominale, un clapotage à jeun, donc c'est la sensation d'une grosse poche dans l'abdomen qui clapote quand vous percutez. Vous allez avoir une déshydratation extracellulaire. Bien, le diagnostic, il repose sur des examens clés, voire même 3. La fibroscopie, qui va vous faire le diagnostic. La fibroscopie, elle se fait après avoir aspiré tout le contenu de l'estomac, après avoir lavé, aspiré tout le contenu, tous ces aliments qui ont séjourné longtemps dans l'estomac. Et vous allez voir la sténose, qui est souvent infranchissable. L'endoscopiste va vous dire que je n'arrive pas du tout à arriver au niveau du bulbe duodénal. Je ne vois pas du tout le bulbe. Et il y a une sténose à ce niveau-là. Et je ne peux pas la franchir. Alors, il y a un autre examen qui vous permet de visualiser la sténose, et bien c'est le transit œsogastro-duodénal qui va vous montrer une espèce de grosse besace, d'accord?
et vous allez pouvoir, avec le radiologue, suivre en scopie. C'est quoi la scopie? Vous allez faire ingérer au patient un produit de contraste et vous allez suivre la progression de ce produit de contraste en scopie et vous allez voir qu'il va stagner dans l'estomac et qu'il ne va pas du tout passer dans le duodénum. Et dans des stades très, très, très avancés, l'estomac est tellement distendu qu'il va arriver jusqu'au pelvis. Alors, on peut être amené à faire une TDM abdominale, un scanner abdominal aussi, avec ingestion, pas injection, ingestion. Ça veut dire qu'on va avaler, on va faire avaler au patient du produit de contraste et on va faire des coupes TDM. Et là aussi, vous allez avoir une espèce de gros estomac de stase qui va vous confirmer le diagnostic de sténose, ulcéreuse. Alors, comme pour la perforation, la sténose, surtout lorsqu'elle est prépylorique, la hantise, c'est quoi? C'est le cancer gastrique. Donc, lorsque vous avez une sténose, la hantise, c'est d'écarter à coup sûr un cancer gastrique. Et donc, on n'insistera jamais assez sur la nécessité, toutes les fois où vous avez un ulcère gastrique, multipliez les biopsies, plus de 10, plus de 12 biopsies autour de l'ulcération pour être sûr que ça n'est pas un cancer. Et même quand vous avez une sténose prépylorique, une sténose antrale distale, la hantise, c'est d'écarter un cancer et de faire de nombreuses biopsies. Alors, le retentissement sur le plan biologique, eh bien, c'est la déshydratation. Donc, vous allez faire donc un ionogramme pour être sûr qu'il n'y a pas d'hypocalémie, d'hyponatrémie. Vous allez faire Alors, la caractéristique, oui, de la sténose ulcéreuse, c'est qu'on dit que classiquement, comme on perd beaucoup d'ions chlore, beaucoup d'ions H+, eh bien, on va avoir une hypochlorémie franche et une alcalose parce qu'on perd beaucoup de bicarbonate lorsque l'on vomit. Alors, l'autre caractéristique de ces vomissements, ça j'ai oublié de le préciser, c'est que ce sont des vomissements qui ne contiennent pas de bile. Ce sont des vomissements puisqu'il y a une sténose au niveau du bulbe, duodénal ou du pylore, donc vous n'avez pas de bile dans ces vomissements. D'accord? Donc, ce sont des vomissements faits surtout d'aliments. Alors, je vous ai représenté ici, donc, à gauche, donc un TOGD où vous avez un énorme estomac de stase. Et vous allez voir encore que là, le produit de contraste passe un peu dans le duodénum, mais vous avez vu la grosse tubérose, plutôt vous avez tout l'estomac, pas la grosse tubérose, c'est tout l'estomac, ici la grosse courbure, qui arrive jusqu'au pelvis et qui témoigne d'une distension abdominale importante. Ici, donc, sur une coupe TDM, donc on a rempli l'estomac et vous avez cet estomac, regardez, le bas-fond gastrique arrive jusqu'au pelvis, témoignant d'une distension très, très importante. Alors, quel est le diagnostic différentiel? Eh bien, il y a d'autres causes de sténose qui sont non ulcéreuses. Ça, on en a déjà parlé. Ce sont les cancers. Donc, ne pas hésiter à multiplier les biopsies. Parfois, c'est un cancer du pancréas qui a infiltré la paroi gastrique et qui peut également être à l'origine d'une sténose. Et comment on traite ces sténoses? Eh bien, il y a plusieurs volets. Alors, le traitement médical, il est de mise dans toutes les circonstances. Donc, on va réanimer le patient, on va corriger les désordres ioniques, donc corriger l'alcalose, corriger les désordres hydrolytiques, réhydrater correctement. On va toujours tenter une dilatation endoscopique par les gastro-entérologues qui permet le plus souvent de lever l'obstacle, surtout lorsque la sténose est au stade d'œdème au début. Donc, le gastro-entérologue arrive à dilater le patient et de lui éviter la chirurgie. Maintenant, lorsque on ne parvient pas à dilater cette sténose, eh bien, force est de recourir à la chirurgie. Eh bien, le chirurgien, qu'est-ce qu'il va faire? Ça n'est pas de votre programme, mais c'est bien de savoir. Eh bien, c'est comme c'est au niveau du pylore, eh bien, on va faire une pyloroplastie. Ça veut dire qu'on va inciser le pylore dans un sens, on va le couper le pylore, et on va faire une plastie pour pouvoir l'élargir. Parfois, l'estomac est tellement distendu, il est tellement gros, tellement distendu que ça ne suffit pas d'aller faire une pyloroplastie. On est obligé de couper une partie de l'estomac et on va réaliser une entrectomie. Quand on dit ectomie, c'est pas comme tomie. Tomie, c'est couper, mais ectomie, c'est tomie, c'est inciser. Ectomie, c'est couper, enlever. Donc, on dit entrectomie, ça veut dire qu'on va enlever l'antre gastrique. Donc, on va réduire la capacité de l'estomac et couper une partie de l'estomac
pour pouvoir traiter cette sténose. Parfois, plutôt que de couper l'estomac, eh bien, on va court-circuiter, on va juste anastomoser l'estomac à l'intestin. Je vais vous montrer des images qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Donc là, tout à l'heure, j'avais parlé de vagotomie. Ce sont les deux nerfs vagues. Donc voilà, la vagotomie consiste à couper ces deux nerfs. La gastro-entéro-anastomose, c'est quoi? Donc on a une sténose à ce niveau-là. Plutôt que de couper l'estomac, eh bien, je vais court-circuiter. Voilà, c'est bouché au niveau de l'autoroute, je ne sais pas, est-ouest. Je ne peux pas passer par ici. Eh bien, je vais prendre un raccourci. Donc, je vais anastomoser mon estomac avec l'intestin et en réalisant une gastro-entéro-anastomose. Donc, on va faire communiquer l'estomac avec l'intestin pour court-circuiter cette sténose. Voilà, ça, ce sont des images représentant donc une dilatation endoscopique. Ça, c'est l'apanage des gastro-entérologues. Donc, ils vont pouvoir dilater au ballonnet pour pouvoir lever cette sténose. Et si on n'y parvient pas, ce sera l'entérectomie. Donc, on va devoir couper pour pouvoir lever l'obstacle. Alors, la cancérisation, ça n'est pas tant une complication, mais il faut savoir que… Alors, la cancérisation, pourquoi je vous en parle? Eh bien, je vous ai dit, un ulcère gastrique est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Donc, quand vous avez une ulcération gastrique, il est très, 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 très important, d'accord? Surtout lorsqu'il y a plusieurs années d'évolution, des antécédents d'infection à Helicobacter pylori, vous avez des antécédents de gastrite, un véritable cancer peut se manifester par un ulcère. Donc, quand vous avez une ulcération gastrique, il est très important, je n'insisterai jamais assez là-dessus, de faire plusieurs biopsies autour pour pouvoir éliminer de façon formelle un cancer. Alors, je vais aller plus vite puisque pour laisser la place à ma consoeur. Donc, même s'il cicatrise sous traitement médical, vous allez devoir faire une endoscopie plus tard pour répéter les biopsies et pour pouvoir être sûr que vous n'êtes pas passé à côté d'un cancer. Le traitement du cancer est bien entendu chirurgical. Donc ce sont des gastrectomies plus ou moins étendues en fonction de la localisation et du stade. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que même si vous avez une perforation gastrique, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il est très important en opératoire de faire de nombreuses biopsies sur les berges de la perforation pour ne pas passer à côté d'un cancer. Alors, je ne sais pas si j'ai été trop vite, j'ai l'impression de m'être parlé à moi-même. Donc, je vais essayer de voir s'il y a des questions. Alors, il y en a plein. 38 questions, c'est un peu trop. Je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Donc, Docteur Yahya Messaoud. Oui. Oui. Bon, tu as le temps, hein, donc le deuxième cours, il est programmé à 14h30, donc tu peux prendre un peu de temps pour répondre aux questions des étudiants. Ah, super, je pensais que j'avais 1 heure, Anna, je ne pensais pas, sinon j'aurais parlé moins vite que ça. Non, mais c'est pas grave. Bon, c'était clair, hein, je pense que c'était clair. Je ne sais pas, hein, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir… Bon, écoutez, alors, je vais essayer de répondre aux questions. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mieux vaut laisser les questions à la fin. C'est quoi une sonde nasogastrique? J'ai répondu. Si le saignement est très abondant, est-ce qu'on peut voir un épistaxis? Je vous ai dit épistaxis. L'épistaxis, c'est un saignement d'origine ORL. Ça n'est pas une hémorragie digestive. Répondez aux questions à la fin du cours. En cas, il n'y a rien de on a un saignement en G et que notre patient est instable, longue durée. Quelle est la prise en charge? Alors, si vous avez un saignement en G, vous avez des techniques endoscopiques. L'endoscopiste peut toujours tenter de mettre un clip. Il peut toujours tenter d'injecter. En fait, il peut toujours faire une ligature. Il peut toujours faire une… Si on ne parvient pas à faire l'hémorragie par voie endoscopique, rapidement, on confie le patient au chirurgien. Mais si le patient est instable, on essaie de le stabiliser, on essaie de transfuser, on essaie de maintenir une hémodynamique stable en mettant du plasma frais congelé. Ça veut dire qu'il faut toujours essayer d'éviter au patient l'intervention chirurgicale. Mais bien entendu, on ne va pas attendre des heures. Si vous voyez qu'au bout d'1 ou 2 tentatives, le gastro n'arrive pas à faire l'hémostase, il faut confier le patient au chirurgien pour aller l'opérer assez rapidement. Pourquoi injecter des IPP? Bien, écoutez, vous avez un ulcère. L'ulcère, la physiopathologie de l'ulcère, je ne vais pas vous la répéter, il est lié à une sécrétion acide. Et tant que vous avez une sécrétion acide, vous allez pérenniser l'ulcère, vous allez pérenniser l'hémorragie. Donc, vous êtes obligé de donner des antisécrétoires pour limiter cette sécrétion acide et pouvoir contrer cette hémorragie digestive.
Alors, quel est l'intérêt des IPP au cours d'hémorragie? Encore les IPP, ça revient. Alors, le plasma argon, vous savez que les techniques endoscopiques actuelles, vous pouvez, c'est un procédé qui va vous permettre, comme une cautérisation, comme pour coaguler. C'est une technique qui va vous permettre de coaguler par des rayons, d'accord, au niveau de l'hémorragie pour pouvoir éviter d'avoir à opérer le patient. Ce sont des techniques d'hémostase locale. D'accord? C'est comme une irradiation, c'est comme une cautérisation. Y a-t-il un risque d'IDM suite à l'injection de ces billes par voie radiologique? Pourquoi IDM? On n'a pas, écoutez, quand on fait une radiologie interventionnelle, on passe par voie fémorale, on va au trochéiaque, on n'arrive pas jusqu'au cœur. Donc non, il n'y a pas de risque d'IDM en injectant ces billes. On va les injecter dans le vaisseau qui est concerné. Donc on va les injecter dans le trochéiaque. On n'arrive pas jusqu'au cœur. Donc non. Alors, c'est quoi la vagotomie? La vagotomie consiste à couper. Tomie, c'est couper les nerfs vagues. Les nerfs vagues sont responsables de l'innervation de l'estomac, de la sécrétion acide. Donc, la vagotomie consiste à couper les nerfs vagues pour empêcher la sécrétion acide. Si le patient est sous anticoagulant, quelle est la conduite à tenir? Ah bon, écoutez, justement, lorsque les patients sont sous anticoagulants, la gestion est très, très difficile. Eh bien, on peut être amené à injecter des antidotes pour contrer ces anticoagulants. Par exemple, si vous avez un patient qui est sous antivitamine K, vous allez donner de la vitamine K, justement, pour contrer l'effet de ces anticoagulants. Si le malade est sous l'Ovenox ou sous un autre anticoagulant, vous allez arrêter les anticoagulants. S'il est sous antiagrégant, vous allez arrêter les antiagrégants, d'accord, pour pouvoir faire votre hémostase assez rapidement, surtout si le patient doit être opéré. Maintenant, il y a des anticoagulants qui sont autorisés en cas de chirurgie. Donc, dans la majorité des cas, arrêtez les anticoagulants, donnez des antidotes de ces anticoagulants, surtout si le patient doit être opéré. Très bien, ça c'est une bonne question. On me dit l'embolisation via l'artériographie, la zone irriguée par l'artère embolisée ne risque pas, elle, d'être dévascularisée. C'est une très bonne question, bravo. Je vous ai dit tout à l'heure que la particularité de l'estomac, c'est que c'est un organe qui est très, très vascularisé. Il y a 3 gros vaisseaux qui vascularisent l'estomac et il y a un très, très riche réseau sous-muqueux. Donc l'estomac, il peut vivre avec un seul pédicule. Ça veut dire que même si vous liez l'artère splénique ou même si vous liez l'artère coronaire stomachique, l'estomac peut être vascularisé avec un seul gros vaisseau. Et c'est là la particularité de l'estomac, c'est qu'il a un riche réseau sous-muqueux qui est très, très bien vascularisé. Donc non, il n'y a pas de risque de nécrose. Maintenant, sur certains terrains, les coronariens, les sujets très âgés, oui, il y a ce risque, mais pas chez un sujet jeune et pas quand la vascularisation est de bonne qualité. Et bravo, c'est une excellente question. L'estomac est un organe qui est très bien vascularisé par un réseau sous-muqueux très richement vascularisé. Là, c'est la même question. Si on a une hémorragie en nappe, comment arrive-t-on à traiter puisqu'il n'y a pas… Si, ce sont des petites artérioles. Mais en fait, les hémorragies en nappe, en général, quand vous mettez du sérum, quand le gastro-entérologue lave ou quand vous injectez localement ou alors juste sous antisécrétoire, juste le temps que les antisécrétoires fassent leur effet, quand vous arrivez par voie endoscopique, quand vous refaites votre endoscopie, le patient ne saigne plus. Donc, les artérioles, on ne les voit pas, on n'a pas besoin de les voir. Vous voyez juste du sang. D'accord? Qu'est-ce que c'est une perforation bouchée? Alors, je vous ai dit, l'estomac, il a plusieurs parois. Il a une paroi antérieure. On la voit quand on ouvre. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une perforation bouchée, vous venez à Inadja ou vous rentrez avec moi au bloc. Quand vous avez votre estomac, vous avez la face antérieure, vous pouvez la voir. Mais la face postérieure, une partie de la face postérieure, elle est cachée. Elle est cachée par quoi? Par le pancréas. Donc, parfois, vous pouvez avoir une perforation sur cette face postérieure et le pancréas peut la boucher. Parfois, c'est la face antérieure qui peut se perforer et le foie, il vient coller cette perforation. On dit qu'elle est bouchée par le foie. Donc, c'est un petit trou qui s'est fait et le foie vient colmater. C'est comme si que moi, j'ai un trou, je mets ma main dessus. Eh bien, le foie, il vient boucher cette perforation et on peut ne pas s'en rendre compte et ne faire le diagnostic que plusieurs jours, voire plusieurs semaines plus tard.
D'accord? C'est ça une perforation bouchée, puisque le malade ne fait pas de péritonite. Dès qu'il y a eu un trou, le foie ou le pancréas ou l'épiplomb aussi est venu boucher cette perforation. Quelle est la différence entre défense et contracture? Revois ton cours de sémio de 3e année. Une défense, c'est une diminution de la contracture, c'est une contracture involontaire des muscles de la paroi abdominale. La défense, c'est juste une diminution de la souplesse de la paroi abdominale. Ça n'est pas la même chose, il faut revoir vos cours de sémio. Alors, comment différencier entre la perforation et l'appendicite aiguë? Non, je vous ai dit, quand vous avez une perforation, une péritonite par perforation, on peut se tromper, mais à la limite, ce n'est pas très, très grave. Mais l'important, c'est que vous fassiez le diagnostic de péritonite. On peut confondre une péritonite par perforation d'ulcère avec une péritonite avec… Moi, en tant que chirurgien, j'ai souvent confondu. Je pensais partir pour une perforation d'ulcère et je tombe sur une péritonite appendiculaire. Mais l'important, c'est de faire le diagnostic et de confier le patient au gastro. Parfois, et c'est une bonne question, on peut penser que le malade vient pour une appendicite, on l'ouvre par voie McBurney, par une petite incision, et on voit que l'appendice est normal et qu'il y a du liquide digestif ou des aliments. Hein, s'il a mangé du couscous, vous allez voir du couscous. Vous allez trouver des aliments dans la… Et donc, c'est là que vous allez comprendre que le patient, en fait, a perforé son estomac et que c'est une péritonite par perforation. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez refermer le McBurney et on va inciser par voie médiane pour pouvoir traiter la péritonite. Donc, oui, on peut confondre une péritonite par perforation du sein. L'important, c'est de s'en rendre compte et de rectifier le tir. Devant un ASP, un pneumopéritoine, si on a un ASP ou un pneumopéritoine, est-ce qu'on est dans une forme avancée? Non, pas du tout. Parfois, on a un pneumopéritoine et on peut faire une technique de Taylor. Ça veut dire que même si on a un pneumopéritoine, il y a de l'air qui est sorti, mais ça ne veut pas dire que le liquide est sorti. Donc, non, l'importance de pneumopéritoine n'est pas corrélée à la gravité de la péritonite. Donc, non, s'il y a un pneumopéritoine, parfois on n'a pas de pneumopéritoine et c'est une péritonite qui est très grave. Et parfois, le pneumopéritoine est très gros et c'est une toute petite péritonite. Est-ce qu'il existe un risque de pullulation bactérienne suite? Oui. Écoutez, dans le tube digestif, plus vous descendez distalement, plus importante sera le nombre de germes. Dans l'estomac, on a très peu de germes, on n'en a pas, d'accord? Puisqu'il y a une acidité gastrique qui fait qu'on n'a pas beaucoup de bactéries. Mais il y a un risque de pullulation microbienne, il y a toujours une pullulation microbienne. Mais si vous avez une perforation colique, c'est bien entendu plus grave qu'une perforation gastrique. Mais vous avez toujours une pullulation microbienne avec un risque de péritonite. Et une péritonite chimique au début peut s'infecter secondairement et se transformer en une péritonite bactérienne. Même si le nombre de bactéries n'est pas très important, il y a toujours une pullulation microbienne. Est-ce qu'une hémorragie peut se manifester en même temps qu'une perforation? De bol. Parfois, on peut avoir une perforation en antérieur et une perforation postérieure, mais souvent, c'est très grave parce que les patients ne survivent pas. Ça s'appelle les kissing ulcères. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un kissing ulcère? Un kissing ulcère, ce sont deux ulcères qui s'embrassent. Vous avez un ulcère bulbaire antérieur et un ulcère bulbaire postérieur. Eh bien, l'antérieur peut se perforer et le postérieur saigner. Ça s'appelle les kissing ulcères. Vous avez deux ulcères face à face. Et oui, on peut avoir les deux complications en même temps. Pourquoi la fibroscopie est contre-indiquée chez un malade qui est instable? Si le malade est hémodynamiquement instable, vous avez… Docteur Ihem Saad, s'il vous plaît. Oui. C'est des questions qui ont été déjà posées. Donc, je préfère parce que là, il pose beaucoup de questions qui ne sont pas en rapport avec le cours. Oui, d'accord. Donc, je pense qu'on va arrêter et au moins laisser Écoutez, docteur Vayaba, de se préparer. comment je fais pour leur donner… Alors, vous pourriez me donner 2 ou 3 mails? C'est Kezoula qui vous parle. Hein. D'accord. Vous voyez l'AEDA, mais c'est la voix de Kezoula. Non, c'est pour les externes. Moi, d'habitude, je prends 2 ou 3 mails et je leur envoie. Vous envoyez le cours en PDF par mail et je le diffuse dans le groupe. Entendu. D'accord. Écoutez, j'espère que j'ai été claire. Merci. Merci. En tout cas, merci, professeur Ihem Saad. C'était exposé clair. Et donc, ça haftorek. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Ça haftorkom. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Professeur Guindouz.
Ah, bien protégé, hein? Je suis en salle d'endoscopie. Eh oui, oui, oui. Les gens, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui dorment aussi. Je suis en salle d'endoscopie en même temps.